Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a un entretien exclusif avec M. Gilles Kepel, politologue et spécialiste de l'islam. On va parler avec lui sur l'islam politique d'aujourd'hui. Bonjour M. Kepel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et hoş bulduk. Alors, si vous voulez, je voudrais commencer par une question plutôt théorique. Nous allons venir aux exemples contemporains de l'islam politique, mais dans le monde musulman, nous savons bien que la plupart des mouvements politiques se servent d'un discours islamique, mais le concept de l'islam politique indique quelque chose de plus spécifique, n'est-ce pas? Donc, selon vous, c'est quoi votre conception de l'islam politique? C'est un objectif de mettre en œuvre un système politique qui se base d'abord et avant tout sur les fondements des textes sacrés de l'islam, où en gros la charia se substitue à la loi civile pour organiser la société. Et ça peut être un spectre très vaste, depuis Daesh jusqu'à des partis qui réclament l'application de la charia. Mais, comme vous l'avez dit, il y a des différences très importantes. Daesh est une chose extrême. Vous avez aussi l'Iran, par exemple, qui veut mettre en œuvre cela, mais qui est mélangé avec toutes sortes de modes de fonctionnement qui ne sont pas à proprement parler islamiques. Et donc on a des systèmes de dualité, de schizophrénie d'une certaine manière, qu'on voit aussi un peu en Turquie. Et par ailleurs, bien sûr, la plupart des partis, pour obtenir des suffrages, vont se réclamer de l'islam. On le voit en ce moment dans la campagne électorale en Turquie, où les candidats, on ne sait pas ce qu'ils pensent, mais il y a écrit « Bienvenue, Shehri Ramadan », pour attirer un public pieux, sans même que le contenu de leur programme soit révélé. Oui, dans votre livre intitulé « Djihad, expansion et déclin de l'islamisme », vous avancez l'argument du déclin de l'islam politique à cause de deux tendances incompatibles au sein de l'idéologie islamiste. D'une part, une tendance vers la radicalité et d'autre part, une tendance vers le pluralisme. Mais ce livre a été paru en 2000 et 18 ans plus tard, est-ce que vous pensez toujours que cette grille de lecture est opérante? Paradoxalement, plus que jamais, oui. C'est ça qui est curieux, parce que ce livre est paru un an avant septembre 2001. Et il se basait sur une analyse de l'échec des mouvements djihadistes en 1997 en Algérie, en Égypte et en Bosnie, montrant les difficultés qu'ils avaient. Et l'échec de cette grande phase de djihad qui avait commencé avec l'Afghanistan, qui avait réussi en Afghanistan. Mais je ne pouvais pas savoir à l'époque, bien sûr, que Ben Laden et Zawahiri feraient la même analyse que moi, mais eux chercheraient des solutions, alors que moi je n'en cherchais pas. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils ont inventé cette deuxième phase du djihadisme, qui était la lutte contre l'ennemi lointain, qui a donné le 11 septembre, qui a évidemment bouleversé le monde entier, mais qui n'a pas abouti à la prise de pouvoir. Et ensuite, il y a eu une troisième phase, celle d'où nous sommes en train de sortir peut-être maintenant, dont l'idéologue était un certain Abu Mus'ab al-Souri et puis Abu Mus'ab al-Zarqawi en Irak, qui ont construit un djihadisme de moyen terme, c'est-à-dire qui était basé sur l'Europe, les allers-retours entre l'Europe et le Moyen-Orient, et un djihadisme par le bas et non pas par le haut. Ce qu'en arabe, Souri appelait Nizam la Tanzim, un système et pas une organisation. Et l'État islamique de Daesh en a été le produit, et le terrorisme en Europe également. Donc on pourrait considérer que cet islam politique a eu une efflorescence extraordinaire. Mais si on regarde aujourd'hui où nous parlons, en mai 2018, le constat, après une immense exposition de cet islam politique dans ses différentes formes, n'est pas terrible pour eux. Daesh a été écrasé.
et militairement. Alors bien sûr, il y a encore des gens qui restent proches de Daesh. J'étais à Mossoul il y a 3 semaines et après ma conférence à l'université, on m'a fait comprendre qu'il valait mieux que je reparte le plus vite possible vers Erbil parce que ça reste extrêmement tendu. Mais néanmoins, l'espèce d'utopie de Daesh s'est complètement effondrée. Et quand on regarde sur le web, sur les réseaux sociaux, tous ceux qui étaient pro-Daesh sont aujourd'hui très déprimés. Ils se demandent pourquoi Allah les a punis, quel péché ils ont fait. Ils sont en train de chercher une autre solution. Je ne sais pas si on aura une 4e phase du djihadisme, mais en tout cas, celle-ci a trouvé ses contradictions, si vous voulez. Et l'espèce d'utopie mortifère de Daesh a échoué aujourd'hui. C'est un élément très important parce qu'elle a vraiment beaucoup échoué. Et surtout, je crois qu'elle a échoué aussi dans la mobilisation. Elle a fait horreur à un grand nombre de musulmans qui, finalement, au début, étaient assez tentés par cette expérience. Deuxième phénomène qui n'a pas très bien réussi, ce sont les frères musulmans. Après les printemps arabes, depuis Washington avec Barack Obama jusqu'à Recep Tayyip Erdogan, en passant par Sisi au Caire, Ranouchi en Tunisie et bien sûr le Qatar qui finançait tout ça, et Al Jazeera qui faisait la publicité des frères musulmans comme intellectuels organiques de la révolution tous les jours, on a pensé que les frères musulmans allaient récupérer les mouvements de révolutions arabes. Et d'ailleurs, je crois que c'était quelque chose qui avait l'aval de Barack Obama, qui voyait en eux des gens qui allaient assurer l'ordre. Et à l'époque, le grand modèle, c'était la Turquie. Et puis, à partir de 2013, les choses se sont renversées. Ça a été le renversement de Morsi en Égypte par les Saoudiens et les Émiratis. Puis Ranouchi a eu très peur. Moi, j'étais beaucoup à ce moment-là en Égypte, au Maroc, en Tunisie. Et il a eu très peur et il a fait des compromis avec les laïcs tunisiens auxquels il n'était pas du tout préparé. Parce qu'il a pensé que la société tunisienne, finalement, n'était pas mûre pour le type d'islam politique qu'il voulait au départ. Je me rappelle aussi être allé voir à ce moment-là Ben Kiran, qui était le Premier ministre marocain, et qui ne voulait plus me lâcher parce que, comme je connais un peu bien l'Égypte, il voulait tout savoir sur l'Égypte parce qu'il avait peur de subir le même sort que Morsi. Donc il y a eu... Les frères musulmans ne sont plus très en forme aujourd'hui, et bien sûr, vous savez ça mieux que moi, mais on a même l'impression qu'en Turquie aujourd'hui, le pouvoir est davantage dans une logique nationaliste autoritaire qui fait beaucoup appel à la figure d'Atatürk, même si c'est une figure islamisée. On le voit d'ailleurs dans les images où les portraits en Photoshop du président et d'Atatürk se ressemblent énormément. Les uns en noir et blanc, les autres en couleur. Et donc on voit aujourd'hui, par exemple, on a l'impression que la politique étrangère turque dans la région, par exemple en Syrie, qui était au début très désireuse de soutenir l'expansion du frérisme à travers les frères musulmans syriens, qui étaient très présents ici, à Istanbul et ailleurs. Aujourd'hui, c'est surtout les intérêts nationaux de la Turquie qui ont pris le dessus sur quelque chose qui finalement n'a pas marché, qui a échoué. Troisième point aussi qui est très important, c'est ce qui se passe en Arabie Saoudite. Puisque Mohammed Ben Salman a, pour moderniser sa société, parce qu'il estime que le pétrole va baisser tendanciellement, même si pour l'instant il est haut grâce à son alliance avec la Russie, aujourd'hui est en train de tordre le bras aux oulémas salafistes, avec les femmes qui vont conduire, avec toutes sortes de choses comme ça, une sorte d'émancipation culturelle, hein, pas politique, mais que de la société civile, mais qui va contre le dogme salafiste. Donc aujourd'hui, sur ces 3 points, c'est-à-dire les djihadistes, les frères musulmans et les salafistes, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas au sommet de leur forme. Alors après, peut-être ça va revenir, mais en tout cas, ils ont subi, là, dans cette 3e phase,
un certain nombre de déconvenus. Alors, vous avez parlé de l'échec des acteurs islamistes à la suite des révoltes arabes, malgré certaines attentes par des spécialistes de la région. Est-ce que vous pensez que cela est dû aux erreurs commises par les islamistes eux-mêmes ou bien est-ce que c'est quelque chose de plus structurel? Il y a eu plusieurs choses. Je crois que les islamistes ont vraiment cru qu'ils étaient les agents de l'histoire. Et donc, ils ont fait une erreur un peu comme celle des jeunes révolutionnaires qui ont imaginé que parce qu'ils avaient envahi la place Tahrir et qu'ils avaient les réseaux sociaux, ils pouvaient mobiliser les masses. Les masses étaient en fait beaucoup plus faciles à mobiliser pour les frères musulmans, qui avaient des réseaux, qui avaient des systèmes de solidarité. Mais à partir du moment où Morsi a pris le pouvoir, finalement, il s'était forcé de frériser l'Égypte le plus vite possible. Et ça a suscité des réactions très importantes. Alors, évidemment, il ne faut pas sous-estimer non plus les opposants. Les frères musulmans étaient perçus comme les ennemis par excellence de l'Arabie saoudite, puisqu'ils leur disputaient l'hégémonie sur l'islam sunnite. Et les Saoudiens ont mis et les Émiratis des moyens considérables pour les empêcher, et aussi parce que les frères étaient alliés à Qatar, et que Qatar voulait, à travers cette frérisation générale des révolutions arabes, disputer l'hégémonie sur le sunnisme aux Saoudiens. Donc il y a bien sûr des erreurs internes qu'ils ont faites, mais il y a eu aussi des ennemis très, très puissants. Mais ils avaient quand même, je pense, le soutien des États-Unis, d'Obama, ce qui n'est plus du tout le cas avec Trump, bien sûr. Et sans doute, est-ce qu'ils ont péché par hubris. Ils ont cru que c'était arrivé alors que ça n'était pas encore le cas. Donc, vous avez juste donné beaucoup d'exemples et on a une multiplicité d'acteurs dans le monde musulman qui pourraient tomber dans la catégorie de l'islam politique. Par exemple, on a parlé des frères musulmans et en plus, en Tunisie, on a Ennahda, ou bien au Liban, on a Hezbollah. Et aujourd'hui, par exemple, les frères musulmans vivent des temps très durs, alors que Hezbollah et Ennahda sont considérés d'avoir une réussite relative dans l'arène politique. Donc, selon vous, en général, en gros, quel serait le sort, l'avenir de l'islam politique à moyen et long terme dans la région? Je crois que ce qui s'est passé avec les révolutions, enfin les soulèvements arabes, en tout cas les trois de l'Est, parce il faut les diviser en deux. Il y a les trois pays qui sont principalement sunnites, très majoritairement sunnites, qui sont la Tunisie, l'Égypte et la Libye. Il y a des Coptes en Égypte, des chrétiens, mais ça ne compte pas politiquement. Dans ces trois pays, les dirigeants ont été renversés, parce qu'il y a eu une mobilisation de diverses couches sociales. La jeunesse urbaine pauvre, la classe moyenne pieuse, et la jeunesse révolutionnaire qui a servi de levain. Et puis ensuite, les frères musulmans ont fait leur expérience, qui a échoué en Égypte, en Tunisie qui a abouti à un compromis avec les laïcs, et en Libye qui s'est dissoute dans la guerre intertribale. Mais dans les trois autres pays, c'est-à-dire Bahreïn, le Yémen et la Syrie, l'islam politique en question a été pris en tenaille entre les chiites d'un côté et les sunnites de l'autre. Donc on ne peut pas parler d'islam politique comme tel, si vous voulez, dans cette partie du Moyen-Orient, puisque, par exemple, j'étais en Irak la semaine, il y a 15 jours, et la plupart des partis irakiens se réclament de l'islam. Mais au nom du même islam, les sunnites de Zarqawi ont étripé les chiites du Hashad Sha'abi, de la mobilisation populaire, qui se disent aussi intensément musulmans, les uns appelant les autres des takfiris et les autres appelant les uns des rafidas, c'est-à-dire des excommunicateurs ou des hérétiques.
Et donc là, on voit bien qu'il y a eu une faille très importante aujourd'hui à l'intérieur du monde de l'islam politique entre sunnites et chiites, ce qui nous empêche de les mettre dans la même catégorie. Que va devenir le Hezbollah au Liban? Il a eu la majorité, il tient la majorité de la Chambre, mais c'est une majorité qu'il a avec ses alliés chrétiens. Oui. Et si vous êtes à Beyrouth aujourd'hui, bien sûr, vous allez dans la banlieue sud où on vit à l'heure de Téhéran, mais pas complètement. Il y a des femmes sans voile. À Téhéran, c'est interdit. Et par ailleurs, à Beyrouth, l'alcool coule à flot, si vous voulez. C'est un peu comme la rue Istiklal comparée à Sultan Ahmed. Vous avez le soir, aujourd'hui, tout le monde qui fait le ramadan assis sur les pelouses avec des petits tapis et les provisions. Et pendant ce temps-là, des filles en mini-jupe se promènent dans la rue et on boit de l'alcool au café, ce qu'on ne fait dans aucun pays arabe aujourd'hui. C'est inimaginable même de fumer une cigarette dans la rue au Maroc, par exemple, aujourd'hui. Alors qu'ici, les gens boivent, y compris de l'alcool, à la terrasse des cafés. Donc, on a, si vous voulez, des palettes assez diverses. Et même en Iran, je crois que les choses sont compliquées. Parce que, de même qu'on peut dire que la Turquie fait aujourd'hui passer ses intérêts nationaux, me semble-t-il, notamment dans l'affrontement avec les Kurdes en Syrie ou avec le YPG, devant la promotion de l'alliance des frères musulmans, comme c'était un peu le cas qui avait été théorisé par Davutoglu avec la profondeur stratégique. J'ai plus l'impression qu'on en soit là. De même en Iran, il y a bien sûr la dimension anti-israélienne contre l'arrogance mondiale, mais surtout l'enjeu, c'est de protéger l'Iran comme État. Et ce qui se passe en Syrie aujourd'hui et au Liban Sud, le Hezbollah et la force El-Quds, c'est la frontière avancée qui protège l'Iran, les frontières intérieures. La dimension religieuse dans cette affaire, elle ne me semble pas primordiale. Et on le voit bien comment, par exemple, aujourd'hui en Iran, l'image du commandant de la force Quds, le général Qassem Soleimani, a été construite par toute une mythologie locale, comme finalement le défenseur de l'État, qui, bien sûr, il est dans l'éthique de la République islamique, mais il n'est pas présenté comme particulièrement pieux, c'est pas tellement ça, c'est plutôt une figure de militaire, qui, paradoxalement, n'est peut-être pas si loin de Reza Shah, si vous voulez, vous voyez. Ce qui nous fait penser un peu à des situations turques, toutes choses égales par ailleurs. Alors, je voudrais revenir sur l'exemple de la Tunisie, puisque vous avez rencontré Ghannouchi récemment. Il avait rédigé un article pour Le Monde en disant que Ennahda n'était plus un mouvement islamiste et ils étaient sortis de l'islamisme et ils n'étaient pas pour un État islamiste. Alors, cela signifie quoi pour un mouvement dit islamiste? C'est quoi leur perspective et c'est quoi leur but en Tunisie? Je crois que c'est d'abord de conserver un électorat pieux qui leur fait confiance et qui fait que, un peu d'une certaine manière, leur modèle c'était l'AKP, très rapidement. Moi je me souviens à l'époque ici d'avoir assisté en 2012, je crois, il y avait une grande conférence du think tank CETA à Istanbul, où il y avait, alors Ghannouchi était là la semaine d'avant, donc il y avait Moro, son adjoint, qui est maintenant le vice-président de la Chambre des députés tunisienne. Et ils étaient très admiratifs de ce qui se passait à l'époque de l'AKP, enfin, à cette époque-là de l'AKP en Turquie. L'idée étant de mobiliser des ressources électorales. Mais la mobilisation de ces ressources électorales ne se traduit plus en la mise en œuvre d'un programme islamique parce que ça antagonise le reste de la société de telle manière que ça va les chasser du pouvoir. Je crois que c'est ça aujourd'hui sa stratégie. Par exemple, il vient d'y avoir des élections municipales, je l'ai vu avant. Il m'a dit aux élections municipales, nous allons partout où c'est possible faire des municipalités de coalition
avec Nida Tounes, c'est-à-dire avec le parti laïque. Ils sont arrivés en tête aux élections, mais je crois que c'est le parti islamiste tunisien aussi est divisé entre des gens qui sont très application de la charia, comme Habib el-Lawz par exemple, et d'autres qui sont beaucoup plus dans disons, un conservatif de centre droit avec des valeurs religieuses. Chose qu'on retrouve ici aussi, d'ailleurs. Oui. Et la dernière question, si vous voulez, on peut parler sur la Turquie. Donc, comme vous savez très bien, il y a un courant islamiste dans la Turquie, commençant par le mouvement Milli Görüş dans les années 70, et qui s'est transformé en parti politique plutôt de masse, qui s'adresse à une plus grande partie de la société dans les années 2000. Et au début des années 2000, comme vous avez juste dit, l'AKP était considérée comme un modèle, par exemple pour la Tunisie. En fait, un modèle de l'islam politique modéré, peut-être. C'est ça, modéré, moderne, capitaliste, Ouais. qui pouvait maintenir l'ordre. Ouais. Mais aujourd'hui, cette image est complètement détruite. Est-ce que l'exemple de la trajectoire de l'AKP peut donner un exemple de votre argument de déclin de l'islam politique? Alors, ou bien... il faut être prudent avec le déclin de l'islam politique, puisque des fois, ça a l'air bien sur le moment, cette expression, puis 6 mois plus tard, on est ridicule. Donc on va faire attention. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a enfin, je connais moins bien la Turquie que vous, mais qu'il y a une transformation dans la façon dont la référence islamique est utilisée. Je crois davantage, comme pour la Tunisie, pour conserver des voix, plutôt que pour appliquer un programme qui se référerait à la charia. Dans tous les entretiens que j'ai eus avec des responsables politiques à Ankara hier et des ministères, tout le monde a insisté sur le caractère séculier et laïque de l'État turc. Bon, peut-être c'est parce que il me parlait à moi comme français, mais c'est pas ce que j'entendais autrefois. Ça a beaucoup été, ça m'a beaucoup été répété et ça a attiré mon attention. D'accord. Merci, Monsieur Keppel. Bir şey değil. Aujourd'hui, nous avons parlé avec Monsieur Keppel sur l'islam politique. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir. Au revoir.